Vraiment, je comprenais pas ce que ça voulait dire ingénieur. Vraiment. Souvent, c'est la première image qui vient. On pense au scientifique qui travaille dans son labo tout seul à faire des expériences extraordinaires toute la journée. Le savant fou qui est tout seul dans son bureau, il n'a pas ouvert les volets depuis 3 mois. Les copines qui sont en littéraire ou en commerce, en management, ce genre de choses, elles comprennent pas forcément, mais elles voient que je m'épanouis, donc elles sont contentes. Je leur envoyais des vidéos de notre drone quand on s'entraînait à le piloter. C'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi ils s'attendaient et du coup assez éloigné de l'image qu'ils pouvaient avoir au moment où on a choisi de faire notre choix en seconde, première, terminale, quoi. On est en cours de méca-aéro, donc l'idée c'est de construire un drone et donc optimiser tout ce qui est aérodynamisme, bien choisir les matériaux, les structures, etc. pour avoir un drone qui fonctionne le mieux possible. J'aimais bien les maths, la physique, les sciences un peu théoriques, on va dire. C'était toujours le choix entre soit médecine, soit prépa. En sortant de prépa, j'avais un peu peur qu'on n'apprenne plus grand-chose en école. Et en fait, on apprend les choses différemment au niveau de la gestion d'un projet, de la communication, des rendus, de comment présenter les choses, de comment développer une idée. Tout est en équipe, tout est en projet, on est toujours à plusieurs. Parce que notre métier, plus tard, on ne sera jamais seul. Être ingénieur, c'est travailler en équipe et résoudre des problèmes. Venir en aide face à un problème et de trouver la solution. C'est pas toujours facile, ça demande du travail, ça demande de la patience. Mais en vrai, on s'y sent bien et il n'y a rien qui peut arrêter une fille particulièrement. Moi, je me ferme pas de porte et je me dis pas que quelque chose sera inaccessible pour moi. Faut pas penser qu'on va être bonne tout de suite et c'est valable dans tous les métiers. Et donc, toi, Cécile, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que sur le fait d'être une femme, tu sens une différence? Ouais, c'est vrai que c'est une question importante quand même. Je vais peut-être réfléchir avant de parler. Moi, je le vois beaucoup, que ça va être tout de suite les garçons qui vont prendre la parole en premier. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en plus grand nombre et que donc statistiquement, voilà, ça va être eux qui vont prendre la parole? Je sais pas. Les filles vont avoir une tendance à se dévaloriser beaucoup plus importante, je trouve, que les garçons autour. Quand on va demander un poste à responsabilité ou ce genre de choses, les filles vont moins se mettre en avant, moins vouloir. Il y aura toujours matière à améliorer et c'est ce qu'on essaye de faire sans cesse. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Ouais. Mais c'est bien d'en parler et de donner cette confiance du coup. Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir un film, juste pour en savoir plus, parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'informations sur ce que fait un ingénieur, tout simplement, et comment on fait pour y arriver. Elles s'appellent Myrtille, Camille, Natacha, Sophie, Charlotte, Céline, Fabiola, Lola, Sabrina, Lucie, Liliane, Marine, Tientan, Elisabeth, Leïla, Jeanne, Elsa, Marion, Anna, Tasnim et Cécile. Elles partagent toutes le même goût pour les sciences. Elles ont choisi d'être ingénieures. À travers une vingtaine de portraits, de parenthèses, de vie privée ou professionnelle, nous vous proposons de partir à la découverte de ces femmes passionnées et passionnantes qui lèvent le voile sur une profession, ingénieure. Rendez-vous au lycée Sugère, en Seine-Saint-Denis, où nous retrouvons 4 lycéennes au profil scientifique. Mais au fait, c'est quoi un ingénieur? Un ingénieur, pour moi, c'est une personne qui va apporter des solutions, qui construit et innove des choses. Quelqu'un de créatif, scientifique et ambitieux. Et il fabrique quoi? Je sais pas. Je dirais des téléphones. Les téléphones portables ou les sites internet. Ah bon? Seulement ça? Ce n'est pas un peu cliché? D'ailleurs, parlons-en des clichés. Il n'y a pas beaucoup de filles scientifiques. Ils passent leur journée à faire que des maths. C'est des gens qui n'ont pas de vie sociale. Ils perdent beaucoup de cheveux. Et ils sont un peu geeks. Quand on te dit une femme ingénieure, par exemple, ça t'évoque quoi? Une femme intelligente. Très intelligente. Et tu sais ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien être programmeuse, faire des logiciels ou des jeux vidéo, mais j'arriverai pas. T'as l'impression que ça serait trop difficile? Oui. Pour être ingénieur, il y a par exemple d'autres possibilités que de passer par des prépas. Ça existe aussi. Je savais pas. On n'est pas très renseigné sur ça. Femme ingénieure, ça te dit quoi? Une personne déterminée, qui sait ce qu'elle veut faire. Est-ce que c'est un milieu un peu plus masculin et que du coup, en tant que femme, il faut s'imposer? Et voilà, il faut oser aussi. Si on n'ose pas, on ne pourra pas casser ce stéréotype. Voir ces femmes s'imposer dans ce petit univers, je pense qu'elles ont été un peu ambitieuses, courageuses, et puis elles ont su s'affirmer. Et du coup, toi, quand tu te projettes dans ta vie professionnelle future, qu'est-ce que tu imagines? Faire des choses que j'aime, vu que j'aime les sciences. J'espère que ça me plaira. Corinne, ingénieure, qui a fait toute sa carrière dans l'industrie, coordonne ce projet de documentaire. Le monde d'aujourd'hui, il est imprégné de toutes ces technologies qui ont été conçues et développées par des ingénieurs. Nos cuisines,
Le lave-linge, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 100 ans. On prenait jamais l'avion et demain on aura, on espère, des avions à hydrogène. Dans le secteur de la santé, par exemple, les lasers, ça n'existait pas. La chirurgie a changé fondamentalement. Il n'y avait pas de micro-ordinateur, je ne parle pas du téléphone portable. Et tout ça, ça a changé pour notre plus grand bien. On ne peut pas inventer le monde de demain en laissant de côté la moitié de la population de la Terre, c'est-à-dire les femmes. Et le monde de demain, il sera inventé en grande partie par les ingénieurs, justement. Et aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs manquent de femmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ingénieur, ce n'est pas un métier. Ingénieur, c'est une formation. En ayant une formation d'ingénieur pluridisciplinaire, on peut changer, en fait, de métier pendant sa carrière. Et ça, c'est très important et c'est ce que les gens ne savent pas, les femmes ne savent pas. Et le système, les médias les poussent à aller vers des métiers plus littéraires, entre guillemets, plus soft, plus, disons, d'attention aux autres. Mais les métiers qu'exercent les ingénieurs sont aussi des métiers d'attention aux autres. Quand on conçoit le mode de vie qu'on pourra avoir demain et qui sera durable, c'est une vraie façon de participer au changement de notre modèle économique pour en faire un meilleur demain. Et ça, il faut que les jeunes femmes en prennent conscience. Elles ont leur part et elles sont attendues par les entreprises parce qu'on a besoin d'elles pour concevoir ce monde de demain. Plus de femmes ingénieures pour concevoir le monde de demain, une évidence ? Qu'en pensent Marion et Jeanne, étudiantes en 2e année ? D'ailleurs, quelle est leur représentation de la femme ingénieure ? La même qu'un homme ingénieur, enfin, c'est une personne ingénieure finalement. C'est quelqu'un qui a un attrait pour la science et qui aime résoudre des problèmes techniques. Mais les problèmes techniques, c'est pas forcément avoir les mains dans le cambouis et bidouiller des robots. Ça peut être travailler sur de la programmation, résoudre des problèmes énergétiques. Enfin, c'est pas forcément le petit rat de laboratoire avec ses 2 petits verres de lunettes qui bidouille dans son coin, quoi. En fait, ingénieur, ça veut un peu tout et rien dire, femme ou pas. Il y en a qui vont être de vrais scientifiques, qui vont faire de la physique, qui vont faire des maths, de l'informatique, parce qu'il y a ça aussi. Il y en a qui vont faire un métier plus global, gérer un projet. Et une femme ingénieure, c'est juste une femme qui fait un peu tous ces aspects-là. Une femme comme une autre. Voilà. Des professeurs qui font des remarques, touche pas trop à tous ces robots, etc. Ça, j'ai eu quand même. La couture, c'est chouette, quoi. Oui, mais non. C'est pas forcément quelque chose de voulu. Autant dire cash, les robots, t'y toucheras pas. C'est quand même assez explicite. Il y a aussi dans le comportement des professeurs le fait de donner beaucoup plus facilement la parole aux garçons et beaucoup plus valoriser les garçons. Dans les cours scientifiques, ça joue aussi beaucoup. Quand j'étais en 2e année de prépa, on avait un groupe pour les exercices de maths, on était une quinzaine. On n'était que 2 filles dedans et la prof avait dit aux garçons « vous avez trop confiance en vous, vous êtes trop arrogants ». Et elle était venue nous voir à la fin du cours avec l'autre fille en nous disant « par contre, vous, il faut que vous preniez confiance en vous, c'est exactement l'inverse ». Je pense qu'il y a un travail à faire sur l'explicite, de dire oui, bien sûr, les femmes peuvent faire des écoles d'ingénieurs ou des carrières scientifiques. Il y a aussi tout l'implicite et tous les codes sociaux qui, tant à l'école qu'à l'extérieur de l'école, jouent aussi beaucoup. Enfin, que ce soit par l'éducation, par les parents ou à l'école, on encourage beaucoup plus les garçons à expérimenter, à courir, à sauter, à aller tester des choses. Et aux filles, on leur dit plutôt d'être calmes, de rester tranquilles et de bien réfléchir. C'est pour ça qu'on a ce cliché de les filles sont plus matures. Elles ne sont pas fondamentalement plus matures. D'après vous, en quoi l'ingénieur peut apporter sa pierre à l'édifice ? J'aimerais bien pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, oui. Donc quelque chose qui a du sens, en tout cas. Les problématiques environnementales en font partie. Et je me dis, si les ingénieurs y pensent pas... Qui va y penser si les ingénieurs n'y pensent pas ? C'est un peu ça. Toi, pareil, Marion. Ouais, moi, du coup, j'ai fait plusieurs stages dans le social ou dans l'environnemental. Et effectivement, je me destine à ça, quoi. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour pouvoir mettre les préoccupations environnementales au cœur de son travail. On peut le faire sur tous les métiers. Mais je pense que l'ingénieur a un rôle clé à jouer là-dedans. Une expertise en développement durable, voilà ce que recherchait Fabiola, ingénieure dans la start-up Sublime Énergie, chargée de la méthanisation des déchets. Méthanisation ? Fabiola va vous en parler. Je suis très entrée dans tout ce qui est transition énergétique. Donc, lorsque l'offre m'a été donnée de faire partie de l'équipe Sublime Énergie, je n'ai pas hésité. Sublime Énergie, c'est l'entreprise qui va révolutionner tout le secteur de la méthanisation en France et dans le monde. C'est une start-up qui aujourd'hui conçoit et développe des
technologies pour la collecte, le transport, l'épuration du biogaz et ainsi que des possibilités de valorisation par la suite. Cette technologie permet en fait de réduire des émissions de CO2 en valorisant le biogaz sous forme de carburant, ce qui permet de remplacer les hydrocarbures fossiles. On appelle généralement cela dans notre jargon l'économie circulaire. Donc utiliser quelque chose que nous devions jeter pour en fait nous réapporter de la valeur. Ce qui me donne le punch justement le matin de me lever, c'est aller vers le client. Vu que moi je suis responsable des études, j'ai donc cette responsabilité de toujours comprendre les besoins du client, les matérialiser de telle sorte qu'on puisse en fait revenir vers eux avec une solution. C'est une tâche qui est assez diversifiée, elle n'est pas statique, elle n'est pas monotone. Je mets mon énergie et mon intelligence pour aider d'autres filières justement à développer davantage leur secteur, tout en préservant l'environnement, en réduisant les émissions à effet de serre et en valorisant la recherche. Charlotte, étudiante en 2e année, a choisi en guise d'association de se présenter aux élections du BDE, Bureau des élèves. Pari gagné pour Charlotte et son esprit d'équipe. Très honnêtement, au lycée, c'est dur de savoir ce que c'est le métier d'ingénieur. On en a un peu aucune idée et on en a que les clichés qu'on a entendus. Les ingénieurs, c'est que des garçons boutonneux qui aiment leur calculatrice. Voilà, faut vraiment rentrer dans le cliché. Et en fait, ce qu'il faut, c'est se renseigner, pas hésiter à, je sais pas, aller contacter des étudiantes en ingénierie pour voir vraiment en quoi ça consiste. La meilleure façon de savoir si effectivement c'est des études qui sont faites pour nous ou pas. Pour la femme ingénieure, la seule représentation que j'en avais, c'était qu'il y en avait peu. Et donc, quoi qu'il arrive, en tant que femme ingénieure, ça allait bien se passer pour moi, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Parce que c'est vaste, ingénieur. Est-ce que tu as une idée un peu précise? Alors, je sais pas encore exactement. Je m'oriente pas mal vers le domaine de la santé. Parce que en gestion de la santé, il y a pas mal de choses à faire dans le système français aujourd'hui, je trouve. Ça peut être intéressant, le point de vue d'un ingénieur sur ces choses-là. On a peut-être un esprit un peu plus carré que les médecins. Les médecins sont très forts pour soigner les gens. On est plus forts pour organiser des projets, par exemple. Et donc, pour l'instant, c'est un milieu qui m'attire pas mal. Mais j'ai profité de l'année de césure que je commence maintenant pour affirmer ou infirmer cette appétence après, quoi. Je vais faire un stage dans un hôpital à Pontoise et travailler sur un projet d'éducation thérapeutique pour les patients, développer tout ça, voilà. Mon rêve le plus fou, c'est par exemple par rapport au milieu de la santé, c'est d'arriver à un endroit où je peux faire bouger les choses et avoir l'impression d'avoir eu un réel impact sur le système de santé français. Voilà, c'est ça mon rêve le plus fou. Tu voudrais l'améliorer? Ouais. Carrément. Je pense qu'aujourd'hui, avec le Covid, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Il marche bien, mais il pourrait marcher encore mieux. Et donc voilà, ça pourrait être un rêve incroyable. Des rêves fous, mais réalisables, afin d'améliorer le monde de demain. Anna, chef de projet dans la start-up Meletios Therapeutics, nous prouve que c'est possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est ma Bible avec laquelle je dors. C'est un livre assez complet et très intéressant sur toutes les pathologies virales qui peuvent exister. L'entreprise dans laquelle je travaille développe des médicaments antiviraux, donc c'est quand même assez spécifique. Globalement, pourquoi on fait ça? Parce que on a bien vu que les maladies virales pourraient avoir des impacts assez considérables dans les décennies à venir. Et l'entreprise, elle essaye de réconcilier la possibilité de commercialiser des médicaments avec les rêves de nos fondateurs en fait, et qu'on puisse ensuite avancer et faire des preuves assez solides que notre médicament marche. J'ai toujours eu une certaine appétence pour la science, que mon papa avait plus ou moins pressenti. Et il y avait eu un forum de l'orientation, je pense que j'étais à peu près en 4e ou quelque chose comme ça, et mon père m'avait dit « Peut-être que tu devrais aller voir les métiers d'ingénieur, ça pourrait peut-être t'intéresser. » Et l'ingénieur en question qui présentait avait 65 ans et travaillait sur une plateforme pétrolière. Et je me suis dit « Mais j'ai pas envie de faire ça du tout. » Alors je me suis dit « Je vais jamais être ingénieur de ma vie. » Et puis voilà quoi. Pour être honnête, la vue du sang c'est un petit peu compliqué. Et je me suis dit que c'était clairement pas quelque chose, les études de médecine, je pouvais pas supporter ça pendant 10 ans. Faire des prises de sang, je suis juste pas capable quoi. Et pour autant, il y a quand même plein de choses à faire dans la santé qui sont en rapport avec les sciences. Et le métier d'ingénieur permet d'accéder à ce genre de métier. Eh bien, qu'est-ce qui vous intéresse alors, le coronavirus ou Dans les sciences de la vie, quand même, je dirais qu'il reste pas mal de recherches et d'innovations dans les petites structures. Typiquement Moderna, comme on a pu le voir, c'était une petite structure qui aujourd'hui a beaucoup grossi. Et
le côté start-up, il y a aussi le côté un petit peu humain. Et tous les corps de métier se côtoient. En fait, il y a un chercheur, un virologue, un biostatisticien, un médecin clinicien, plein de corps de métier. Et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir voir toutes ces expertises scientifiques et pouvoir discuter avec tout le monde. Alors que dans les grandes entreprises, on serait peut-être plus cantonné à une mission un peu spécifique. Quand on a un projet en main dans une start-up, on connaît à peu près normalement tous les tenants et les aboutissants. On sait quelles sont les limites du projet, on sait si des fois... les scientifiques, on a envie de faire plein d'expériences, etc., de pouvoir tout prouver, tout comprendre, etc. Mais en même temps, derrière, il y a un vrai côté budgétaire qui est non négligeable. Et dans une entreprise, des fois, une grosse entreprise, ça peut être un petit peu frustrant de ne pas forcément comprendre pourquoi on fait ça, pas ça. Dans une start-up, on sait, parce que il suffit de discuter. Quand on est 3, c'est pas très compliqué, quoi. Donc ça, c'est quand même assez enthousiasmant. Et puis c'est vrai que se dire qu'on essaye de travailler pour développer... un médicament qui va peut-être aider des gens, c'est motivant au quotidien. Un petit coup de pouce pour favoriser la parité en école d'ingénieur, puis en poste, ou plus simplement rétablir une parité existante à l'origine, c'est ce que prône Mathieu, directeur des études à l'école des mines de Paris. Moi j'ai une fille qui a 8 ans, ce qu'elle aime dans la vie, c'est pas habiller des poupées, ou pas que du moins. Si on lui met un Lego à démonter entre les mains ou un drone, elle va jouer avec. Donc je pense qu'il y a un moment où je saurais pas dire pourquoi dans le narratif collectif, dans la façon dont le marketing se positionne, dans la façon dont même nous on fait notre communication, on ne fait pas attention à entretenir cet état d'esprit-là qui pour la peine, pour moi, existe petit. Ça me gêne presque qu'on soit obligé de rattraper le coup par rapport à une dérive dans la communication et dans l'état d'esprit qui fait que les filières techniques notamment ne sont pas pour les jeunes filles. Dans l'ancien bac, en terminale S, on avait 50% de filles, même plus, et c'était plutôt les meilleures d'ailleurs de la classe. Et puis derrière, on se retrouve avec plutôt 25-30, comme j'ai dit, en prépa, ce qu'on appelle scientifique, maths sup, maths spé. Parce qu'elles partent en médecine ou... Elles partent en médecine, dans les filières plus agro, même en droit finalement, dans pas mal de choses. Et ça, je pense que c'est lié au fait qu'on a du mal à identifier finalement c'est quoi un ingénieur, une ingénieure. On a souvent des élèves qui sont allés en prépa scientifique parce qu'ils hésitaient, ils étaient forts un peu partout, puis ils sont venus aux mines, ils étaient forts un peu partout. Et en fait, ils vont se révéler et choisir leur carrière très très tardivement, donc au moment de la sortie de l'école presque. Ça, c'est une opportunité qu'on n'a pas ailleurs, en fait. J'aurais envie de dire, si tu sais pas, fais ingénieur, quoi. L'ingénieur, il rentre plus dans un grand groupe du CAC 40 et il y passe toute sa carrière jusqu'à son pot de retraite. Ça, c'est vraiment complètement obsolète comme modèle. On a des jeunes filles qui sortent, qui vont commencer par faire 2 ans en Chine dans un fonds de capital financier requin, puis se rendre compte que en fait non, ça n'a pas de sens, elles vont revenir faire du conseil en énergie, puis derrière aller quand même passer 2 ans dans un grand groupe, voir si elles peuvent les aider à développer leur aspect environnemental, monter leur propre boîte, revenir travailler, et ça en 10 ou 12 ans, quoi. On était super contents cette année parce que sur les postes associatifs, et notamment les postes de direction, alors qu'on a 30-35% de filles, on avait 50% des bureaux qui étaient composés de filles et plus de 2/3 de présidentes sur les plus grosses associations. Et moi, je suis persuadé qu'entre autres, ça démarre là, en fait, ces histoires de non-parité dans les directions, dans les managements d'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde a eu l'habitude, en école tout petit, d'avoir un président et puis une secrétaire, quoi. Et en fait, derrière, on reste sur ce cliché-là un peu et on le retrouve dans le CAC 40 où la proportion de filles présidentes, il est de 0 ou 1, quelque chose comme ça. Et on n'a pas l'impression qu'on va arriver à une parité tout de suite. Moi, je pense que le travail qu'on peut faire en école maintenant, ça va porter ses fruits après au fur et à mesure, quoi. Mais il faut démarrer maintenant pour que dans 20 ans, ça évolue, quoi. Un monde plus paritaire, enclin à écouter l'autre moitié de la population mondiale, c'est ce que défend Elisabeth, ingénieure chez Engie. À l'époque où j'ai fait ma classe préparatoire et puis ensuite mon école d'ingénieur, on était 10-15% de filles. Les choses progressent malheureusement trop lentement. Je pense que les femmes doivent absolument prendre leur place dans la société sur des métiers techniques et technologiques parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui est finalement pensé et conçu par des hommes et pour des hommes. Je pourrais te citer plein d'exemples. Dans le digital, on va retrouver des biais de genre dans les algorithmes au niveau de l'intelligence artificielle. Dans le monde médical, les essais cliniques sur les médicaments, ils sont aujourd'hui encore majoritairement testés sur des physiologies d'hommes et on se retrouve après, lorsque les médicaments sont mis sur le marché, à avoir des effets secondaires importants sur les femmes parce que finalement on n'a pas la même physiologie, pas les mêmes mécanismes hormonaux.
Une autre illustration aussi, c'est dans le domaine de l'automobile. Pendant très longtemps, les crash tests, les mannequins dans les voitures, c'était des mannequins d'hommes, 1m75, 75 kg. Et alors les mannequins d'hommes survivaient au crash test, mais on savait qu'une morphologie de femme, elle allait être blessée. Voilà. Et si les femmes intègrent des métiers scientifiques, techniques, des métiers d'ingénieurs, elles vont être là aussi pour penser avec bienveillance au reste de la population féminine et adapter aussi ce monde dans tous les domaines pour les femmes. Très jeune, j'ai déjà adoré les sciences, et en particulier la physique et la chimie, et j'avais envie de travailler dans ces domaines-là. Et assez rapidement, j'ai eu le sentiment que le métier d'ingénieur allait me permettre de faire des choses très variées, de m'ouvrir beaucoup de portes, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est effectivement le cas, quand on voit ma carrière au sein d'Engie, j'ai touché à beaucoup de domaines, à beaucoup de fonctions, et ce sentiment d'être utile, de travailler à la protection de la planète, de la biodiversité, de lutter contre le changement climatique, c'est quelque chose qui m'a quasiment toujours tenu à cœur et que j'essaie d'aligner dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Vers l'âge de 10-12 ans, j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était autour de l'astrophysique, la cosmologie, les étoiles. Écoute, c'est un magnifique voyage. Je pense que j'aurais jamais eu l'occasion d'être comme ça entre la Lune et Mars, donc ça permet de voyager, c'est très chouette. Finalement, quand on regarde tous ces minéraux, en fonction des éléments chimiques qui les composent, on va avoir des couleurs extrêmement variées, on va avoir des formes géométriques extrêmement variées, et puis on va avoir aussi des propriétés physiques très différentes. Et si je dois faire le lien avec le métier d'ingénieur, ces minéraux-là, effectivement, ils ont des propriétés et des applications dans notre vie au quotidien. On a le lithium, qui est indispensable dans les batteries, on a les terres rares qu'on retrouve dans nos portables. La nature est le plus grand des ingénieurs, et je crois qu'on doit avoir beaucoup d'humilité face à ça. De l'humilité et de la persévérance. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui il existe plusieurs voies pour y parvenir. Nous connaissons bien sûr les prépas scientifiques aux grandes écoles, mais il est aussi possible d'intégrer une école d'ingénieur par d'autres moyens, comme après un DUT. C'est ce qu'a réussi Natacha, élève ingénieure de première année en alternance. Alors, moi j'ai grandi dans le Val-de-Marne, donc dans le sud de Paris. J'avais pas mal de facilité à l'école. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que j'étais beaucoup absente. J'avais choisi la filière scientifique sciences de l'ingénieur quand j'ai dû aller en première. Au vu de mes nombreuses absences, c'était clairement inenvisageable d'aller en prépa pour moi. Donc j'ai décidé de m'orienter vers un DUT. Ça permettait quand même d'avoir une approche scientifique, de découvrir plein de domaines de la physique, par exemple l'optique, la chimie, mais aussi la mécanique, enfin voilà, c'était pluridisciplinaire. À mon DUT, on me proposait de faire une alternance en deuxième année. Je me suis beaucoup posé de questions sur est-ce que je devais le faire ou pas, parce que c'est quand même beaucoup de contraintes, ça prend beaucoup de temps, et puis on n'a pas beaucoup de vacances. C'est un peu comme si on faisait deux formations en parallèle, une formation plus théorique, en quelque sorte à l'école, et une formation plus pratique en entreprise. Être un ingénieur qui a une expérience de technicien dans un atelier de maintenance chez Air France Industrie pour réparer des moteurs d'avion, ça n'a pas de prix. Enfin, typiquement, quand on est en cours, on est avec des gens de notre âge. Par contre, quand on est en apprentissage, on est avec des gens qui ont 10 ans de plus que nous, 20 ans de plus que nous, certains qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir cette diversité-là. Et aussi, un autre truc que j'adore avec l'alternance, c'est le fait que ça casse vraiment la routine. Quand on est en première, par exemple, et qu'on doit faire le choix entre se tourner plutôt vers l'ingénierie ou la médecine, quand on est en scientifique, du moins, on va dire que c'est les deux catégories qui existent, on a souvent tendance à se dire, voilà, ceux qui vont se tourner vers la médecine, c'est ceux qui aiment le côté humain, et ceux qui vont se tourner vers l'ingénierie, c'est ceux qui aiment les machines. Moi, c'est vrai que mon métier d'ingénieur en énergétique, je le vois pas comme développer des machines, mais au contraire, je le vois justement comme améliorer la vie des humains, trouver des solutions qui nous permettront à tous de vivre sur une planète qui sera saine, agréable, qui permettra à chacun de vivre en toute quiétude, sans tomber malade à cause de problématiques environnementales. Et on fait ça aussi pour rendre le quotidien de tous les humains plus agréable, plus simple. Et donc c'est en ça que je trouve que c'est pas si différent. De l'expérience, une connaissance du terrain, un esprit d'observation, l'ingénieur est plus pragmatique qu'il n'y paraît. Marine nous le confirme. En école d'ingé, très souvent, on a certes les cours qui nous apprennent des choses, mais ce qui nous apprend le plus, c'est de participer en fait, à des projets associatifs. Moi, par exemple, j'ai organisé un tournoi de rugby à 7 international, alors que j'avais jamais fait ça, mais mes prédécesseurs m'ont filé des docs, etc. En fait, tout ça, ça permet
après quand on arrive dans un environnement, de s'adapter aussi ultra rapidement. Donc en gros là, on est dans la ligne pignon, c'est quelque chose comme ça avec des dentures. Et là, on va avoir des cannelures qui vont arriver ici. Ces pignons, ils permettent de faire toute la partie transmission de puissance dans un moteur. Et moi, dans cette ligne-là, je suis en quelque sorte l'adjoint du chef de ligne. Et donc, je l'aide sur la partie amélioration continue. Donc, comment en fait on fait en sorte que les opérateurs travaillent mieux, donc avec tout un aspect ergonomique, amélioration de la performance de travail. On a une zone en fait avec énormément d'outillages qui sont pas rangés parce qu'on n'a pas d'espace de stockage en fait. Et donc, ça fait qu'on a tout un plan de travail qui est en très bon état, qu'on ne peut pas utiliser pour travailler. Donc en fait, mon travail, c'est de trouver des solutions. Donc là, on est en train de regarder pour avoir un meuble en dessous, pour pouvoir venir stocker ces outillages en sécurité, parce qu'aujourd'hui, ça pèse son petit poids. En école d'ingénieur, on nous parle beaucoup au début de ce qu'on a acquis en général en classe préparatoire, donc beaucoup de calculs, etc. Et très vite, on nous dit en fait, il faut avoir un sens physique, il faut comprendre les choses pour en fait être capable de prendre un peu de recul. Moi, mon travail, c'est presque, je vais dire, du bon sens paysan. Le savoir, il est chez les opérateurs, c'est eux qui ont la technique. Moi, j'ai plus appris de soft skills. C'est comment est-ce qu'on arrive à parler aux gens, à les embarquer, à les amener à changer leur méthode de travail. Parce que ça paraît évident à tout le monde de se dire que c'est idéal quand même de pouvoir ranger ça dans un espace de rangement. Si on ne construit pas la solution avec eux, pour les amener à se bousculer, etc., en fait, ça ne marchera pas. Mon travail, c'est vraiment de les écouter, de percevoir en fait les signaux faibles et de pouvoir en fait proposer, mais aussi les pousser à eux proposer leurs solutions, parce que si ça vient d'eux, ça passera toujours beaucoup mieux. Là, tu vas sortir une pièce, Yaya ? Ouais. Top, comme ça, moi, je vais pouvoir voir fonctionner le robot. Tu sers à combien, là ? 60 Newton. Ah, c'est bien, ça. Ouais, t'as vraiment tout, donc aucun risque d'erreur. D'être dans l'aéro, en fait, c'est une industrie, mais ça reste quasiment de l'artisanat, en fait. On est sur quelque chose qui est ultra précis, sur des cadences qui sont pas non plus énormes. Chanfreinage, perçage. Ah, tu fais aussi le perçage, ouais. Ah, c'est top. Merci beaucoup, Yaya. Alors, c'est une fierté générale de participer à un truc qu'ils veulent. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Pragmatique et passionnée, comme Lucie, qui a longtemps hésité entre ses deux passions, les sciences et le cinéma. Au final, celle-ci pourrait bien se rejoindre. Je suis actuellement en année de césure. C'est une année entre la 2e et la 3e année où on peut explorer les différents domaines, faire des stages pour découvrir un peu différentes choses. Quand j'étais en prépa, j'hésitais entre école d'ingénieur, école de cinéma. Et... Qui est là en école de cinéma? Ouais. Tombe bien. Et j'ai finalement décidé de passer les concours ingénieurs et pas les concours d'école de ciné. Tu voulais garder le cinéma comme une passion? Exactement. Okay. Annonce, femme ingénieure, séquence Lucie, première. Lucie qui est quand même à fond sur le clap. C'est mon rêve. Action. J'ai toujours su que j'allais faire des sciences. Depuis aussi loin que je m'en souvienne, le gros kiff, c'était aller au Palais de la Découverte, à la Cité des Sciences. J'ai jamais vu ma vie autrement. Tu savais déjà, au moment où tu as fait l'école d'ingénieur, que tu voulais faire de la recherche ou tu l'as su après? Complètement. À part quand j'ai hésité avec le cinéma, mais globalement, c'était la voie qui m'attirait. Gélatine. Ça s'appelle des gélatines. Je crois qu'en ciné, en fait, pour parler de la couleur, on parle de la température de couleur. À la base, ça vient de la physique. Ça vient de ce qu'on appelle le rayonnement de corps noirs. En regardant des objets interstellaires, je regarde leur couleur et du coup, j'en déduis la température. C'est la loi de Wien. Et c'est même par la couleur qu'on mesure la température des objets interstellaires. D'accord. Je sens qu'elle va nous faire un film de science-fiction. De science. C'est possible. Je sais que l'astrophysique, ça a inspiré beaucoup de films. Interstellar. Soit je travaillerais sur le champ magnétique dans le milieu interstellaire. Voilà. Entre les étoiles, il y a des nuages de gaz, de poussière, d'atomes, de molécules, et qui sont soumis à des champs magnétiques. Voilà, ça c'est une possibilité. Et on m'a aussi proposé un autre stage qui est d'étudier l'activité cométaire autour d'une étoile qui s'appelle Beta Pictoris. Là, j'ai fini le mois dernier un stage de 6 mois sur la détection des comètes autour d'étoiles lointaines. Et là, je travaille sur l'analyse de ces nuages de poussière qui existent entre les étoiles. D'accord. Mis à part les sciences, on a la Fémis quand même. Ouais. Donc, un petit mot sur le cinéma. J'ai créé un ciné-club l'année dernière. Ah, tu l'as créé? Raconte. Alors, en première année, on arrive, on découvre, waouh, c'est magnifique, c'est une école d'ingénieur. Ensuite, en deuxième année, on reprend les associations. Et du coup, en deuxième année, j'ai repris ce ciné-club, refait une programmation, etc. Et on faisait une projection par semaine. J'ai des bouquins chez moi, comment lire un plan, comment lire une séquence, etc. Et c'est ça qui me plaît beaucoup quand je regarde un film, de dire
c'est ce choix-là qui a été fait, pourquoi ça a été ce choix-là, qu'est-ce qui a été dit en fait. Tu décryptes. C'est ça, c'est décrypté. Le fait d'être à la Fémis, là, un petit pincement au cœur en rentrant dans les locaux ou pas? Ah ouais, des frissons. Ah franchement, les cheveux qui se sont dressés sur la nuque, j'étais... Et enfin, alors ça c'est l'incontournable du cinéma, fond vert. Du coup, est-ce que vous pouvez mettre, par exemple, avec des comètes qui passent? Ah, c'est possible ça? Mais tout est possible. Ah, super. Voilà. Ou alors, comme ça, je m'assois, puis là vous mettez une chaise de réalisateur, et je dis, on la refait. Non, c'est mauvais. Du début. Voilà. Ligne 14. Exactement. Lucie, future chercheuse, ne rêve pas. Comme au cinéma, en sciences, l'étendue des possibles est infinie et les rêves les plus fous prennent vie grâce à des hommes et des femmes ingénieurs. Une application très concrète de la recherche. Bienvenue au Bivouac. Merci. Merci. Moi, je travaille dans l'équipe informatique du Bivouac et on essaye en fait de mettre en place des pratiques innovantes, à la fois des technologies nouvelles et aussi des manières de travailler qui sont un petit peu plus modernes et qui nous permettent d'être plus efficaces et d'aller plus vite. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus d'applications pour donner des services aux clients qui sont de plus en plus connectés, ont besoin de cette innovation pour s'y retrouver, quoi. Faire ingénieur, du coup, ça touche en fait plein d'industries différentes à la fin. Quand j'étais petite, j'avais un microscope, j'adorais essayer de faire un peu ma chercheuse, à regarder des échantillons d'air, de n'importe quoi, de comprendre la vie, la biologie, tout ça. Et moi, la seule porte de sortie que je voyais mes parents qui, eux, ont fait de l'informatique parce que c'était leur manière à eux aussi de pouvoir s'intégrer ici en France. Quand tu connais pas bien la barrière de la langue, eh bien, l'informatique, c'est du code, c'est de l'anglais. C'est un langage universel. Exactement. Et pour le coup, ça m'a dégoûtée de l'informatique. Je me suis dit, non, moi, je veux pas faire ingénieur informatique. Bravo. Mais tu es quand même... Mais je suis quand même ingé. Le seul modèle d'ingénieur que j'avais, c'était mes parents. Et encore, c'était pas des ingénieurs qui ont grandi ici, tout ça, c'était parce que... ils voulaient faire de l'informatique et c'était leur porte d'entrée pour s'intégrer en fait en France. C'était aussi mes modèles parce que je me disais, ils ont quand même bien réussi. Ils avaient des enfants à gérer. Nous, on était gardés. Ils prenaient des cours du soir en fait, en plus de leur travail justement pour passer ces diplômes. Et ça, finalement, effectivement, moi, ça m'est resté. Je me suis dit, si tu le veux, tu peux y arriver, quoi. Alors en fait, ingénieur, c'est un concept qui est resté extrêmement flou et vague jusqu'à tard. Je ne savais pas ce que ça voulait dire qu'être ingénieur. Mon père l'était, en toute transparence. Je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Mes parents sont restaurateurs, donc à milieu du métier d'ingénieur. Mais bon, à 15-16 ans, moi, j'étais bonne en maths. Voilà, c'est peut-être le petit départ du truc. Souvent, les filles en sciences, c'est plutôt le médical qu'elles choisissent. Mais moi, ça ne me passionnait pas plus que ça. Donc je me dis, tiens, je vais m'orienter vers ingénieur parce que ça laisse encore tout un champ de possibles, en fait. Moi, j'ai commencé par faire du code. J'étais développeuse au début. Après, j'ai fait plutôt du management de projet. Aujourd'hui, je pilote un petit peu des équipes. Il y a une forte composante innovation dans ce qu'on fait. Et c'est aussi être ingénieur. Souvent, on dit, tiens, l'IT dans une banque, c'est pas parlant. Ceux qui ne sont pas dedans ne savent pas ce qu'on fait. Typiquement, aujourd'hui, on peut payer dans les petits commerçants via le mobile. On ne sort plus sa carte bleue. C'est des applications qu'on doit développer. Donc ça, je pense que ça parle à tout le monde, quoi. On découvre beaucoup dans la technologie, dans l'innovation, mais aussi dans la manière de travailler. Il y a 15 ans, moi, quand je suis arrivée, le chef disait, il n'y a plus cette notion de hiérarchie. Les managers sont plutôt des coachs pour faire avancer nos jeunes et leur donner du concret et du sens. Je pense que les nouvelles générations ont beaucoup besoin de ça. La vie d'ingénieur a beau être prenante, il n'en demeure pas moins qu'elle se nourrit volontiers de passions parallèles. Pour le moment, je suis en année de césure, donc entre ma 2e et ma 3e année. Et pendant ma césure, je fais un master en physique des plasmas. C'est le cœur de la physique, c'est des très belles équations, des très beaux concepts. Et moi, c'est vraiment ça qui me passionne. Je pense que j'aurais pu faire ce que je voulais. J'aimais beaucoup les arts, j'aimais beaucoup la musique, la littérature également. Mais je pense que inconsciemment, j'ai quand même été un peu plus attirée vers les sciences. Finalement, si tu fais des sciences, après, tu auras quand même ce bagage-là qui te permettra de soit continuer, persévérer, trouver quelque chose de très technique, très scientifique, soit au contraire, d'élargir l'éventail des possibilités, d'aller vers quelque chose avec un peu moins de science dedans. Et concernant tes activités, tu parlais alors aussi d'activités artistiques que tu aimes beaucoup, donc tu as fait du piano, mais tu faisais du rugby aussi, je crois. Oui, je faisais du rugby, du foot. Et tu as choisi ces sports-là, pourquoi ?
Je m'épanouissais beaucoup au rugby. C'est un sport où il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup d'esprit d'équipe, surtout comparé au foot. On sent vraiment l'importance de chaque membre de l'équipe. J'ai rencontré des personnes incroyables en faisant du rugby et c'était vraiment un très beau moment collectif à chaque match, même les entraînements. Et pour ça, je ne regrette pas du tout. Peut-être que j'aimais un peu le défi, le challenge. C'était vraiment ce qui m'attirait, moi, personnellement. Donc je ne réfléchissais pas du tout et j'ai vu qu'il y avait un club de rugby, je me suis inscrite. Et le piano alors, raconte, c'était quoi? T'en as fait depuis toute petite? Le piano, j'en ai fait depuis que j'étais petite, donc mes parents nous ont toujours poussés. Donc j'ai 2 frères, on devait choisir un instrument quand on était petit. Et donc moi j'ai choisi le piano. Donc j'en ai fait dans une école de musique, ensuite je suis rentrée au conservatoire et j'ai arrêté le conservatoire juste avant d'avoir le diplôme. Je regrette un peu maintenant parce que ça aurait été bien de au moins avoir fini le 2e cycle, 3e cycle de conservatoire, mais bon. Bon, ça va, t'es encore jeune, tu peux reprendre plus tard, ça c'est pas un problème. Passionnée de sciences n'empêche pas une vie de femme plurielle et épanouie. Du rugby au piano pour Leïla, en passant par la littérature, à une vie de femme passionnée d'équitation pour Camille. L'exigence reste le maître mot de ces femmes. Petit quart d'heure du matin, un petit rappel sur la clôture des chantiers sensibles. On va sur un renouvellement de branchement. Actuellement, il ne peut plus être refermé de façon sécurité. Ouais, c'est un magasin. Ok, je peux voir le plan. Ce qu'on vérifie sur ce type de plan, c'est la localisation et la situation pour être sûr que ça va être un environnement sécurisé. Merci. Voilà, du coup, on va aller faire un petit point matériel, voir si on a tout prévu. Les 2 techniciens qu'on va suivre ce matin sont partis préparer le camion pour mettre le matériel nécessaire à l'intervention. Et on va aller du coup renouveler un branchement sur le réseau gaz à l'intérieur de Saint-Brévin ce matin. Pour être prête toujours à mettre en cours. Ouais, ça va être un type de robinet comme ça là qu'on va devoir modifier. Ouais. Je l'ai vu passer le fourreau noir. Là du coup c'est les joies du chantier. Le trou est pas assez grand pour qu'ils puissent tous les 2 travailler en sécurité. C'est très rare que ça se passe exactement comme prévu et c'est là toute l'expertise et la capacité d'adaptation des techniciens et du management qui sont autour d'eux pour être capable de réagir comme il faut, rapidement et sereinement. En terminale, j'étais pas sûre du métier que je voulais faire. Enfin, j'en avais à vrai dire aucune idée et aujourd'hui encore aucune idée vraiment du métier que je ferai demain. Et c'est pour ça en fait que j'ai choisi la voie de la prépa scientifique et de l'école d'ingénieur derrière. Parce que pour moi c'était vraiment la voie qui me permettait d'être la plus libre dans mes choix et d'aller adapter ce que je fais et mon métier à mon envie du moment. À la fin de la journée, avant de rentrer chez moi, je passe monter à cheval. Donc je vais aux écuries. C'est vraiment pour moi un moment privilégié parce que ça me permet de faire ma coupure entre ma journée professionnelle et le moment où je rentre chez moi. La préparation, c'est un peu le moment où je coupe un peu de toute la journée avant de me mettre à cheval. Et lui, il est trop content de faire l'idiot avec ses copains. Quand je passe ma main là, je vois s'il a des douleurs, s'il est en forme, s'il est bien relâché. Et moi, ça me permet, avant de me mettre à cheval, de prendre 2 secondes pour être avec lui. Il y a nos 2 journées à concilier, la sienne et la mienne. Mais ça va, maintenant on se connaît bien, on s'adapte. Le métier d'ingénieur me permet vraiment d'associer les 3, ma vie personnelle, familiale, mon métier et mon hobby, et sans qu'il y ait jamais de heurts, sans qu'il y ait jamais de conflit. Les 3 s'emboîtent parfaitement. On va se mettre à cheval. Ok, laisse un peu passer dans ta main et on avance. Le bien, c'est que là, il est comme en concours. Je suis en train d'installer un petit dispositif de cavaletti. Le but du jeu, c'est de faire soit 4 foulées, soit 5 foulées, 4 foulées, afin de varier l'allure entre les 2 barres. Je sais pas si je suis bien droit, mais moi, je suis pas ingénieur. Il n'y a pas de définition du métier d'ingénieur. Je pense qu'il y a autant de métiers d'ingénieur qu'il n'y a d'ingénieurs. C'est ce qui est un peu compliqué pour pouvoir se projeter, surtout quand on est jeune et qu'on doit choisir son métier. Mais c'est aussi du coup ce qui va faire la force de ce métier, si on peut appeler ça un métier, c'est que du coup on peut le façonner et le forger à sa façon. Pour moi, c'était important que j'ai la capacité et la possibilité de me libérer du temps pour avoir ma passion. Et j'avais aussi envie de m'engager très fortement dans l'entreprise et de ne pas sacrifier aussi ce côté plus carrière. Et du coup, j'ai réussi à trouver un métier qui me permettait de faire les 2. Il manquait un tout petit peu de galop dans ta courbe, là. C'est pas mal. Avance un peu plus encore, hein. Allez, tu manques de galop au début, là. Pense à travailler un peu plus avec ta jambe intérieure, là-bas. Placer la barre toujours plus haut, pas de quoi décourager Camille. Tout comme nos étudiantes,
On écoute Elsa. J'ai pris une année de césure pour faire un stage à la Banque mondiale dans le domaine du transport pour la région du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Et actuellement, je suis en dernière année du stage de fin d'études pour la Société du Grand Paris. Je suis dans le domaine de la gestion des risques. J'aime énormément ce que je fais. J'aime énormément la diversité du domaine, la conception, la réalisation, même la gestion des projets. C'est très fascinant, je trouve. Ça a toujours été clair que ça serait l'ingénierie ou est-ce que des fois tu t'es posé des questions pour faire d'autres choses? Bien sûr, je ne suis pas juste maths et physique et tout ce qui est rigueur en fait. J'ai un côté artistique, j'ai un côté intellectuel, j'ai beaucoup de facettes. De facettes, c'est ça. J'ai fait des études spécifiques en chant opéral au conservatoire au Liban. J'ai fait des études en piano, en danse et en peinture. L'année passée, quand j'étais en césure, j'ai chanté avec l'équipe musicale de la Banque mondiale. Et avant ça, j'étais dans la chorale de mon université au Liban. Par exemple, l'art et mes activités à part me donnent un petit peu de créativité qui peuvent me donner un avantage ou un boost pour l'ingénierie. Parce qu'on a besoin, bien sûr, de créativité en tant qu'ingénieur pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir concevoir un nouveau produit, avoir plus d'intelligence créative dans les modèles qu'on construit. Je trouve que l'un aide l'autre. Et même dans l'art, il faut avoir cette rigueur pour pouvoir avoir aussi une discipline et pas juste... Pas partir dans tous les sens. Oui, c'est ça. Et pour ton futur proche, tu veux rester ici, retourner au Liban? Comment tu vois les choses? Je compte rester en France pour le moment. C'est très adapté à mon profil puisqu'il y a le côté artistique dans Paris, par exemple, et il y a le côté ingénierie qui est très développé. Rendez-vous sur un chantier du Grand Paris où nous retrouvons Sabrina, salariée de Vinci, qui s'amuse à défaire les idées reçues. Ici, on est sur le site de l'ouvrage annexe numéro 8, donc c'est un puits. C'est l'ouvrage majeur du projet puisqu'on est vraiment au milieu de la ligne, donc on est au 6e kilomètre. C'est un ouvrage qui va avoir le départ d'un tunnelier et qui va recevoir l'arrivée d'un deuxième tunnelier, une espèce d'énorme perceuse qui creuse le sous-sol et les métros que chacun peut prendre le matin. C'est surtout une histoire de passion. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je me suis pas vraiment posé la question de ce que je voulais faire à l'époque. La seule chose que je voulais, c'était faire comme mon papa, rentrer le soir et avoir les yeux qui brillaient de ce qu'il avait fait la journée. Ma fille a 7 ans. Donc c'est marrant parce qu'elle m'a fait une ou deux réflexions en me disant mais maman, mais c'est pas possible, c'est un métier d'homme. Et petit à petit, elle est assez fière. Je l'ai vue hier, on se baladait encore dans la rue, il y avait des travaux. Et on était avec une de ses amies, elle me dit ma maman, sur son chantier, elle a des engins encore plus gros que ça. Donc je pense qu'elle voit simplement que je suis assez heureuse quand je rentre. Et moi j'espère faire comme mon papa a fait pour moi, prendre la ligne 18 un jour avec ma fille et lui dire tu vois ça, maman elle y a participé. Voilà. Et ça, je pense que je serais très fière. Ouais. Ce métier s'ouvre de plus en plus aux femmes. Et tu le disais justement, oui, les femmes, elles se mettent elles-mêmes certaines barrières parce qu'en fait, elles n'avaient pas jusqu'à présent des rôles modèles à qui s'identifier. Donc on est aussi de plus en plus nombreuses à avoir des postes de direction ou des carrières, en tout cas dans le BTP. Et je me dis, mais mesdames, pourquoi vous mettez des freins? Tout est possible. J'ai une petite fille, je suis mariée, je fais du sport par ailleurs, voilà. Donc oui, en fait, on attire de plus en plus de femmes. Et moi, je leur dis, venez, parce que vous allez adorer, en fait. Vous allez adorer. Je suis féministe, je suis pour les quotas en entreprise, parce que je trouve qu'aujourd'hui, même si les choses évoluent, elles évoluent doucement. Voilà. Donc oui, non, mais la place des femmes, elle est essentielle, ne serait-ce que pour... apporter un peu de sérénité parfois face aux décisions. La testostérone n'est pas toujours de bons conseils. Oui, alors ça, c'est deux jeunes femmes qui m'accompagnent régulièrement sur tous les sites où j'étais. Donc Pauline, qui est une responsable des ressources humaines sur chantier. Elle aussi, elle a été piquée par le virus du BTP puisqu'elle s'y exprime pleinement. Aujourd'hui, elle a un poste de responsable RH sur ce même chantier, donc elle a bien progressé. Et Lydie, qui est ingénieure travaux, et qui a décidé aujourd'hui d'évoluer sur son métier et elle est passée donc aux études de prix, c'est-à-dire aux appels d'offres. Voilà. Et donc c'est simplement pour démontrer que c'est possible. Et donc je les amène avec moi alors qu'elles sont plus du tout sur le chantier, mais ça fait partie de ce qui m'anime. Comme
Sabrina chez Vinci, Lola, étudiante en 3e année, développe cette notion du devoir à l'aube de son premier emploi. Pour moi, c'est important que je rende service à la société qui finalement, en payant mes études avec ses impôts, s'est saigné aux 80 pour que j'arrive là et que ça ne serve pas à rien, quoi. Je pense que peut-être les écoles, les administrations devraient plus communiquer là-dessus. Mais pour moi, oui, c'est important. On manque de modèles féminins. Vraiment, et même quand t'aimes les sciences, que t'as envie d'être utile à la société, t'as du mal à te représenter toi, adulte, en disant une ingénieure, parce que tu n'arrives pas à calquer sur un des modèles. Il n'y a pas de modèle, en fait. C'est très compliqué. Cette année, aussi en faisant mon stage de fin d'études, je me rends compte à quel point il y a des femmes qui font des choses super dans différents secteurs de l'industrie, dans différentes grandes boîtes, et qu'en fait, on ne les voit pas quand on est à l'extérieur. Et en fait, il y a des efforts pour les faire visibiliser, et moi j'en ai profité. Il y a des associations de réseaux féminins, il y a Elle Bouge, il y a Sciences Paris Tech au féminin, il y a Femmes Ingénieures, il y a plein de réseaux. Et grâce à ça, moi ça m'a permis aussi de voir un peu des modèles féminins, et ça a été hyper important, mais c'était vraiment à chaque fois des petites touches, quoi. Vous savez que j'ai toujours agi de la sorte. Ah, vous voulez dire les grands airs et la voix émouvante. Tu as cette passion très forte pour le théâtre, ça te prend beaucoup de temps. Oui, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, mais en fait, moi j'aime ça, je me sens vivante quand je joue, je me sens vivante quand je mets en scène, je me sens vivante quand je vois un projet se créer, parce que faire un spectacle, c'est plein de petits Legos qui sont pas forcément très intéressants les uns séparément des autres, et puis il y a ce moment où c'est un spectacle en fait. Je suis heureuse de vous voir. Je suis pas une machine à pondre du code, je suis pas une machine à concept. Dans mon boulot d'ingénieur et dans mon boulot de metteuse en scène, finalement, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Et il y a aussi des choses qui sont communes, en fait, qui sont réussir à absorber beaucoup de choses différentes, les décanter et en sortir quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, moi, me fait vibrer et qui me fait vibrer que je le fasse dans mon entreprise en tant qu'ingénieur ou dans la création. Je me tuais comme un homme ou vivre et faire semblant de me moquer de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et là, tu vas devenir ingénieur dans quelques mois, certainement. Comment tu te projettes? En ce moment, je suis en pleine réflexion sur où je fais mon premier job. Moi, je sais que je ne pourrais pas bosser pour des entreprises qui, éthiquement, ne me correspondent pas, qui vont dans le mur au niveau social ou environnemental. Je veux rendre à la société une partie de ce qu'elle m'a donné. Et je ne peux pas rendre à la société en poussant la société vers un effondrement. Parce que c'est ça le risque. La responsabilité, l'humilité, la remise en question sont des qualités que Céline, pilote d'Air France, partage avec Lola. Il est paré, mise en route des moteurs. Voilà, la pushback est terminée. Il a la broche, il me fait signe, fait les essais des commandes, lui dit au revoir. Donc là, on demande l'autorisation du contrôle et on roule pour le point d'attente. On se remet en question en permanence. On étudie en permanence, on est contrôlé en permanence. Mes grands-parents habitaient à côté d'un aéroclub et un jour, j'ai fait un baptême de l'air et voilà, ça s'est passé comme ça. En fin de maths spé, j'ai perdu ma visite médicale et j'ai été inapte définitive. C'est pour ça que j'ai fait une école d'ingénieur avant et puis j'ai fini par la récupérer et ça fait 30 ans que je suis en dérogation médicale. Mais ça se passe très bien. J'ai pas pu être pilote juste après mes études parce qu'il y avait la guerre du Golfe. Donc comme beaucoup d'entre nous, j'ai dû attendre. Et pendant l'attente, j'ai fait de la finance, mais j'ai beaucoup aimé aussi. L'aéronautique, c'est très cyclique. Il y a des périodes très fastes où il y a beaucoup de place pour beaucoup de gens. Et d'autres, on vient de le vivre avec la crise du Covid, où tout d'un coup, tout se ferme, quoi. Donc c'est bien aussi d'avoir un backup. D'être ingénieur, c'est bien. Pour être pilote, ça aide, puisqu'on fait beaucoup de... Enfin, c'est quand même assez technique. On va réduire la vitesse, là, pour aller se mettre en finale à New York. J'ai l'impression que les femmes, oui, ont une vision de ce métier qui n'est pas la bonne et elles se bloquent elles-mêmes, elles ont peur de faire ça. J'en discutais avec une femme médecin qui me disait qu'elle se tournait vers la médecine alors qu'elles sont tout aussi douées dans les sciences que les hommes parce qu'elles pensent que c'est une profession libérale et qu'elles vont pouvoir adapter leurs horaires. Chez nous, à Air France, il y a plein de moyens d'adapter ces horaires. Oui. Voilà, on a New York devant, on a l'aéroport qui est juste devant, là on voit la piste allumée. Après, est-ce qu'il ne faut pas non plus emmener un peu plus les filles sur les terrains d'aviation quand elles ont 15 ans? Mais mon père, qui n'était pas du tout dans l'aviation, quand je lui ai dit je veux un baptême de l'air pour mes 15 ans, il a dit non au début. Parce que dans son schéma mental, c'était pas possible. Donc il y a quand même un problème culturel. Beaucoup
beaucoup de ces messieurs le reconnaissent, on a des approches qui sont différentes. En tant que commande bord, on est moins dans l'autorité, on est plus dans la responsabilité, je pense. Ellis Island, la Statue de la Liberté, Manhattan, Hudson River. Pas facile de s'y poser. J'ai eu une vie de maman épanouie. Je pense que mes garçons n'ont pas souffert de mes absences. Ils ont beaucoup bénéficié de mon métier aussi parce qu'ils ont pu voyager avec nous. Ils ont pu s'ouvrir sur le monde. Je pense que ça a été que du positif pour eux, en tout cas. 1000. Là, on va bientôt se poser. Je vais reprendre l'avion à la main. Il y a encore une question. L'avantage de notre métier aussi, c'est qu'entre le moment où je suis rentrée en France, il y a plus de 20 ans, et maintenant, il y a eu une énorme évolution dans les facteurs humains, la façon justement de se comporter dans un cockpit, la sécurité des vols. 50. Et maintenant l'écologie. Donc il y a des challenges en permanence. Je pense que c'est ce qui est passionnant aussi. Notre documentaire vient d'atterrir après 50 minutes de vol. Le temps pour nous de remercier nos ingénieurs pour leur participation. D'ailleurs, qu'est-ce qui les a motivés à participer à ce film ? Ont-elles un dernier message à nous livrer ? Ma première réaction, ça a été de le faire pour aider les jeunes filles à venir sur ces métiers qui sont quand même très plaisants ou très enrichissants. Ça me fait plaisir de pouvoir aider et justement donner cette main à ceux derrière nous. Je m'épanouis dans le métier d'ingénieur, et ce, même si je suis une fille, et donc il n'y a pas de raison qu'une autre fille s'épanouisse moins que moi. Moi, j'ai envie de leur dire que si on n'essaie pas, on ne peut pas avancer et on ne peut pas devenir meilleur. Moi, j'y ai très bien trouvé ma place, donc c'est ce que je souhaite à autant de possible derrière. N'ayez pas d'a priori, les entreprises vous attendent, les équipes vous attendent, les collaborateurs vous attendent. Deviens ingénieur et relève les grands défis du monde de demain. Notre travail, en fait, c'est de se parler, de s'écouter, et donc il y a beaucoup d'humains, c'est ça le mieux, en fait. Bref, si tu aimes trouver des solutions, faut pas hésiter, on aura toujours besoin de toi. Si vous êtes passionné, allez jusqu'au bout et allez dans ces métiers scientifiques. Et si vous aimez les sciences, foncez quoi. Faut y aller, c'est passionnant. Faut y aller, c'est passionnant. Si t'as envie de faire des sciences, même si t'as peur de pas y arriver, c'est pas grave, tente. Allez-y les filles, n'hésitez pas. Je dirais de faire des sciences. Si t'as pas envie, ça sert à rien. Si t'as envie, vas-y. Vous trouverez forcément un domaine qui vous intéresse. Faut un peu sortir de sa zone de confort, faut pas avoir trop peur. Il n'y a pas de limitation en tant que femme de faire ses études. Elle trouvera forcément son compte. Il est assez vaste, ce domaine de l'ingénierie. Si tu peux être utile à la société en faisant des choses qui te plaisent et en sentant que tu es utile, c'est super quoi. On a un métier qui est magnifique. Si vous avez envie de faire progresser le monde de demain, on vous attend. On a besoin de vous.